السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن نتائج هذا المرض ببلجيكا ليومه 11 من شهر أغسطس يعني أغسطس 2020. يبدو أن تطور حالات الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19 في بلجيكا مستمر في التباطؤ وفقا للأرقام التي نشرها معهد سينسانو للصحة العامة صباح الثلاثاء. ففي الفترة من 1 إلى 7 من شهر أغسطس تم تسجيل 587.7 اختبارا إيجابيا لفيروس كورونا يوميا بزيادة قدرها 11% عن الأيام السبعة السابقة، في حين كانت الزيادة 16% يوم الاثنين و19% يوم الأحد. وفي المقابل لا زال معدل الإصابة المحسوب على مدى 14 يوما آخذ في الارتفاع مع 68 حالة لكل 100,000 نسمة في الفترة بين 25 من شهر يوليوز إلى 7 من شهر أغسطس بزيادة قدرها 119%. هكذا يكون مجموع العدد الذين أصيبوا بهذا المرض منذ بدايته بلجيكا في شهر مارس لغاية 24 ساعة الماضية قد بلغ 74,620 إصابة بكوفيد-19 منذ بداية الوباء. Au coronavirus dans notre pays, le nombre de cas augmente, mais pas aussi vite que les jours précédents. Du 1er au 7 août, il y a eu en moyenne 587,7 tests positifs par jour. C'est une hausse donc de 11%, mais l'augmentation s'élevait à 16% lundi, à 19% dimanche. On le voit bien, donc la courbe s'aplatit, c'est plutôt positif et on compte quand même dans cette période 3,6 décès en moyenne par jour. Et Yves Kopitas nous a rejoint en plateau pour évoquer effectivement ces chiffres. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kopitas, je rappelle que vous êtes épidémiologiste, mais on le sait maintenant, ça fait quelques semaines que vous nous rejoignez. On le voit, la progression des nouveaux cas poursuit son ralentissement, plutôt positif. Oui, bien sûr, le virus circule moins, ou en tout cas, il y a moins de contamination dans la population. Et donc, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on est donc capable de maîtriser un premier rebond de l'épidémie post-première vague. Et donc, les moyens de protection qu'on met en place sont tout à fait efficaces. Alors, travailler avec des nombres absolus, c'est toujours compliqué. Il faut toujours reporter ça au nombre de tests réalisés. Donc, l'ensemble des personnes positives sur l'ensemble des tests réalisés est toujours autour de 3%. Donc, c'est une épidémie faible, stable. C'est un bruit de fond dans lequel on est capable de maintenir dans le temps. Alors, on parle quand même de 68 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants. Ça, c'est un chiffre qui est quand même élevé. Tout à fait. C'est un indicateur important. Il faut regarder ce seuil autour de 50. S'il dépasse 50, il faut être un peu plus vigilant. C'est le cas actuellement. Mais bon, ça reste quand même tout à fait maîtrisé. Ce qu'il faut bien se rendre compte actuellement, c'est que la maîtrise de l'épidémie passe essentiellement par nos activités à l'extérieur. Il fait chaud. On passe beaucoup de temps à l'extérieur, donc qui ne sont pas dans des endroits confinés. Et bien sûr, on maintient les gestes barrières et le port du masque. Et ce sont vraiment les deux raisons qui font en sorte que soit la tendance va être à la baisse dans les jours qui viennent, soit on est capable de maintenir ce bruit de fond dans le temps. Et c'est peut-être le seuil, pour finir, qu'on peut maintenir dans le temps et qu'on est capable, de garder pour maîtriser l'épidémie. À surveiller quand même les hospitalisations, évidemment. Et puis, on est le 11 août, la rentrée des classes, on a l'impression que c'est demain. À votre avis, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va pouvoir quand même avoir une rentrée, entre guillemets, quasi normale? Alors, juste par rapport aux hospitalisations, vous avez raison, il faut être vigilant, puisque je pense que quasi tous les hôpitaux actuellement réaccueillent des personnes dans leurs unités Covid, dont des personnes en soins intensifs, malheureusement. Donc, il faut être vigilant, parce que des personnes plus vulnérables se réinfectent pour l'instant, et donc ça, il faudra suivre. Par rapport à la rentrée, si on garde la même dynamique de l'épidémie, c'est-à-dire une population jeune qui se contamine essentiellement et très peu les aînés et le maintien des gestes barrières, a priori, on peut reprendre nos activités, je dirais, de façon plus rassurante dès la rentrée. Le problème, c'est que la rentrée, c'est aussi le changement de saison, c'est l'automne, c'est l'hiver, donc plus de reprise d'activité à l'intérieur dans des milieux confinés. Et donc là, il faut voir que l'épidémie ne reprenne pas une dynamique comme en mars dernier par rapport aux populations plus vulnérables. أمام ارتفاع العدوى بمنطقة بروكسل، فمنطقة بروكسل مستعدة لفرض ارتداء الكمامات في جميع الأماكن إذا لزم الأمر. فبعد أن ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلجيكا للأسابيع الماضية، وتجاوزت عدة بلديات عتبة الإنذار الشهيرة والتي تتحدث عنها عندما يتم تجاوز 20 إصابة جديدة لكل 100,000 نسمة،
صباح يوم الثلاثاء 11 من شهر أغسطس أعلن معهد الصحة العامة في بلجيكا عن تجاوز 236 بلدية عتبة الإنذار، ومع تزايد الإصابات بالفيروس سيتعين على كل مدينة اتخاذ إجراءاتها الخاصة للحد من انتشار الفيروس. وأمام هذا الارتفاع الملحوظ للعدوى من منطقة بروكسل، فقد أعلنت منطقة بروكسل أنها مستعدة لفرض ارتداء القناع إذا لزم الأمر في الأيام المقبلة للحد من انتشار فيروس كورونا. وهناك سوف يكون اجتماع لوزير الصحة لمنطقة بروكسل في 27 من شهر أغسطس لمساءلته عن الإجراءات التي اتخذها أمام الارتفاع العدوى، وعن ما هي التدابير اللازمة الأخرى التي يجب اتخاذها. هذا ما سوف يكون خلال الاجتماع الذي سوف يسأل فيه وزير الصحة لمنطقة بروكسل مع هذا الارتفاع الذي تعرفه هذه المنطقة من حيث عدد العدوى بهذا المرض. وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قد طورت أول لقاح لفيروس كورونا المستجد، وقد أكد أنه تم تسجيله يوم الثلاثاء هذا 11 من شهر أغسطس، وأكد بأن أول من كان أخذ أيضا جرعات من هذا اللقاح هي ابنته التي أخذت جرعتين، ورغم أن في البداية ارتفعت حرارتها قليلا إلا أنها عادت إلى العادي. أكد بوتين أن هذا ليس له مضاعفات هذا اللقاح وأنه فعال بدرجة كبيرة. وقد قال بوتين بأنه سوف يتم تصدير هذا اللقاح الجديد، حيث تعتبر روسيا أول دولة وجدت لقاح لهذا المرض. فشركة موديرنا ما زالت في المرحلة الثالثة من التجارب، ولكن روسيا أكدت بأنها قد قامت بجميع التجارب الضرورية وأنهم سوف يسجلوا هذا اللقاح، رغم أن منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاوف أن يكون له تأثيرات على الأفراد، وأن هذا اللقاح لم يتبع البروتوكولات اللازمة قبل تسجيله. ولكن هذا ما يؤكده الرئيس الروسي بأنه فعلا قد وجد هذا اللقاح وسوف يبدأ تصنيعه وإعطاه للروسيين، وفي بداية العام القادم سوف يبدأ تصديره إلى عدة دول. وقد قال أن عدة دول قد طلبت مسبقا جرعات من هذا اللقاح. كل هذا سوف نراه بهذا الفيديو. Madame, Monsieur, bonsoir. Grand coup scientifique ou grand coup de communication, la Russie vient d'annoncer avoir trouvé un vaccin anti-Covid. Vladimir Poutine a fait cette annonce aujourd'hui, provoquant, il faut bien le dire, une certaine surprise et quelques doutes. Des doutes, l'Organisation mondiale de la santé en a et rappelle qu'il faut respecter les procédures. Mais des doutes, certains en ont moins. 1 milliard de doses auraient déjà été commandées dans le monde entier. Faut-il donc croire au miracle russe et à ce vaccin baptisé Sputnik? Réponse avec Quentin Warlop. L'annonce est virtuelle, retransmise à la télévision et elle fait déjà le tour du monde. Pour Vladimir Poutine, la Russie est le premier pays à développer un nouveau vaccin contre le coronavirus. И она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. Son nom, Sputnik V, comme vaccin, en référence au premier satellite placé en orbite autour de la Terre par l'URSS en 1957. Le président est fier d'annoncer que son vaccin donnerait une immunité durable, test sur l'homme à l'appui. L'Organisation mondiale de la santé a rapidement réagi et prudemment aussi. We are in a close contact with the Russian health authorities and discussions are ongoing with respect to possible WHO pre-qualification of the vaccine. But again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data. Problème, dans la course au vaccin, Vladimir Poutine ignore l'OMS et fait cavalier seul, car la Russie n'a pas publié d'études détaillées des résultats de ses essais. Mais en fait, qui dit course dit compétition. Et la compétition a du bon, pour autant qu'elle soit encadrée par un certain nombre de règles auxquelles tous les participants se soumettent. Et dans ce cas-ci, la règle est qu'il s'agit d'une course par étapes. Et ce sont les dernières étapes les plus périlleuses auxquelles la Russie refuse de se soumettre. Et donc, en quelque sorte, elle s'est disqualifiée elle-même de cette course au vaccin.
Selon l'OMS, dans le monde, 26 candidats vaccins sont au stade des essais cliniques, mais Sputnik V n'en fait pas partie. La Russie annonce pourtant que toute sa population devrait être vaccinée à partir du 1er janvier 2021. وأمام ما حصل من الشغب في شاطئ كلاكنبرغ الأسبوع الماضي، أكد وزير الداخلية أنه لا يمكن معاقبة جميع الأشخاص ومنعهم من الذهاب إلى الشواطئ الساحلية خصوصا السياح ليوم واحد، لأن كما سبق الذكر بأن عمدة بلدية كنوك قد منع الأشخاص الذين يذهبون إلى الشاطئ ليوم واحد من دخول هذه البلدية، ولكن وزير الداخلية أكد أنه لن يعاقب الجميع ولكن سوف يعاقب الأشخاص الذين هم معروفون بالشغاب. لذلك أكد أنه يسمح للأشخاص الذين يأتون اليوم واحد بالذهاب إلى السواحل البلجيكية سواء كان في أوستوند أو كنوك أو كلاكنبرغ. هذا ما أكده وزير الداخلية. هذا ما نراه في هذا الفيديو. Et puis, toujours à propos des récents événements à la côte belge, on a beaucoup discuté aujourd'hui à la Chambre des représentants. Et au centre des discussions ici, eh bien, il y avait la bagarre qui s'est produite à Blankenberg et qui avait été provoquée par plusieurs individus, dont 3 sont sous mandat d'arrêt. Une 4e personne a été arrêtée. Aujourd'hui, c'est un mineur d'âge. Alors, pour certains députés, il faudrait, comme on le fait dans les stades de foot, interdire à certaines personnes de se rendre à la côte. Mais est-ce faisable? Eh bien, voici ce qu'en dit Peter De Crème, le ministre de l'Intérieur. Lorsqu'il y a des gens qui sont condamnés pour des faits tels qu'on les a connus le week-end passé, donc ils auront donc une interdiction de lieu, c'est-à-dire ils seront interdits pendant une période spécifique, par exemple la saison d'été ou pendant des vagues de chaleur, à se rendre à la côte ou à se rendre par exemple dans des domaines de récréation. C'est donc une mesure très importante et puis le contrôle se fera. Les gens qui ont une interdiction de lieu seront donc contrôlés à domicile. وسوف تشرع السلطات البلجيكية وخصوصا وزارة الدفاع في تدريب الكلاب التي هي بحوزتها من أجل إيجاد الذين يكونون مصابين بهذا المرض بكوفيد-19 من خلال رائحة العرق. وقد بدأ مجموعة من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وكورسيكا أيضا بتدريب هذه الكلاب، لأن الكلاب لها حاسة شم جد قوية 50 مرة عن الإنسان. لذلك العديد من العلماء أرادوا توظيف مهارات الكلاب لإيجاد هذا المرض خصوصا في التجمعات الكبرى كالمطارات والمهرجانات وغيرها، مما يسرع إيجاد الأشخاص المصابين بهذا المرض من خلال رائحة عرقهم. هذا ما يعمل به مجموعة من الدول الأوروبية. والآن أيضا وزارة الدفاع البلجيكية سوف تشرع في تدريب هذه الكلاب لتكون مدربة في آخر هذه السنة من أجل مكافحة استمرار العدوى بهذا المرض. كل هذا سوف نراه بهذا الفيديو. La Belgique pourrait bientôt disposer de chiens renifleurs capables de détecter la présence du coronavirus chez un individu. Grâce à un odorat 50 fois supérieur au nôtre, le meilleur ami de l'homme peut repérer le coronavirus dans la transpiration. Déjà actif dans la lutte contre la drogue ou le repérage d'explosifs, voilà donc que des chiens seraient utilisés dans le cadre de la crise sanitaire. Et cela pourrait être très utile lors des rassemblements de population. David Brichard. D'habitude, la spécialité de ce chien, c'est de détecter les explosifs. Mais il pourrait très prochainement identifier la présence du coronavirus sur un être humain. Selon plusieurs études internationales, le Covid-19 a une odeur et tout ce qui a une odeur peut être localisé par un chien avec un peu d'entraînement. Mais on va placer un échantillon du Covid dans une banque d'odeurs, qu'on appelle ça. Une fois que le chien met son nez au-dessus de l'échantillon du Covid, directement on le récompense. On répète ça plusieurs fois et au bout de quelques jours, le chien imprimera l'odeur du Covid dans son disque dur. Bricha, reste. En réalité, le chien ne devra pas sentir directement le Covid-19. Il va plutôt baser ses recherches sur la transpiration humaine d'un individu touché par le virus. Ce qu'on va essayer de faire en Belgique très probablement,
ce serait d'utiliser de la sueur axillaire, donc de la sueur en dessous des bras. Alors pourquoi ce type de prélèvement? Tout simplement parce qu'il est normalement censé ne pas porter de charge virale dessus, donc c'est beaucoup plus sécuritaire pour les animaux, pour les manipulateurs. Détecter le coronavirus grâce à des chiens, une technique qui enchante le ministre de la Défense. Elle pourrait, selon lui, permettre d'à nouveau organiser des événements de plus grande ampleur. Je pense que ça peut participer aussi effectivement à recréer des espaces sécurisés pour permettre à ces activités publiques de pouvoir à nouveau être organisées. Le monde socioculturel souffre terriblement. Les événements de masse en Belgique, c'est une de nos plus-values pendant les périodes estivales. On a constaté la difficulté du secteur évidemment. Et tout ça pourrait participer, le cas échéant, à remettre un peu sur la place publique des activités qui nous manquent. Au sein de l'unité cynologique de l'armée, on nuance cependant l'enthousiasme du ministre. Il faudrait énormément de temps pour analyser chaque visiteur d'un festival de musique, par exemple. En recherche basique, on va dire 2-3 personnes par chien à la minute. Donc ce n'est pas ça qui va révolutionner les recherches sur personnes à l'entrée de stades de foot ou des salles de concert. Mais pour des événements de plus petite ampleur, il serait envisageable effectivement à plus ou moins moyen terme d'utiliser les chiens. Cette aide à la nation pourrait voir le jour si le gouvernement en émet le souhait, mais une fois le feu vert donné, il faudra habituer ce type de chien à faire des recherches sur l'humain, car jusqu'à présent, ce sont surtout des colis suspects qu'il fouille. وفي آخر الفيديو سوف نرى الرئيس الأمريكي ترامب يخرج من ندوة صحفية كان سوف يلقي فيها كلمة، ولكن عندما بدأ يلقي كلمته جاءه حرسه الخاص طلبا منه الخروج من هذه القاعة لأنهم سمعوا إطلاق نار خارج البيت الأبيض، وكان ترامب مندهشا لذلك، ولكن في آخر الأمر قبل وخرج من القاعة وعاد بعدها بفترة وشرح للأشخاص بأن هناك شخص كان يحمل سلاحا وقد أطلق النار على أحد الشرطة خارج القاعة الخاصة بالمؤتمر الصحفي. كل هذا سنراه بالتفصيل في هذا الفيديو. Devant le bâtiment, Quentin Warlop. Comme à son habitude, Donald Trump se présente devant la presse. Mais très vite, les services du président l'évacuent. Donald Trump mis à l'abri par sa garde rapprochée. Visiblement étonné, le président finit par sortir de la pièce. Dans la salle de presse, c'est l'incompréhension, car dehors des hommes sont armés. Un périmètre de sécurité est mis en place tout autour de la Maison-Blanche. L'attente, puis finalement, Donald Trump réapparaît. There was a shooting outside of the White House and seems to be very well under control. I'd like to thank the Secret Service for doing their always quick and very effective work. En cause, un homme de 51 ans présent à quelques mètres seulement de la Maison-Blanche, menaçant, il finit par être maîtrisé. The suspect approached the officer and told the officer he had a weapon. The suspect then turned around, ran aggressively towards the officer, and in a drawing motion, withdrew an object from his clothing. He then crouched into a shooter's stance as if he was about to fire a weapon. Touché d'une balle dans le torse, l'homme de 51 ans a reçu les premiers soins sur place. Lui et l'agent de sécurité ont tous les deux été transportés vers un hôpital voisin.